Bonjour à tous. Alors excusez-moi, je n'ai pas l'habitude du micro. Ceux qui m'ont vu d'habitude, je préfère parler fort. Je vais essayer de m'adapter. Comme j'ai demi-heure et que la présentation ça va être assez court vu que beaucoup de choses ont déjà été dites, je prends mon temps de parole pour remercier, pour l'accueil déjà des gens qu'on a vus ici, pour remercier pour les échanges, pour remercier pour les perspectives, remercier pour l'organisation et puis en espérant qu'on se revoit rapidement. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de refaire un petit tour sur la valorisation des déchets organiques en milieu insulaire. Vous allez retrouver beaucoup de redites, parce que moi, contrairement à Coralie, j'avais préparé ma présentation avant. Et donc, tout ce les choses qui étaient prévues de vous dire sont ce qui sont ressortis des échanges avec les différents acteurs et sont ce qui ressort de la présentation et de la synthèse du séminaire. Je me présente vite fait, puisque jusqu'à aujourd'hui j'étais avec une casquette Valorga, donc là je profite pour en dire un peu plus. Donc j'ai pas mal travaillé dans les îles. Donc avant d'être en Calédonie, j'étais à Mayotte et j'ai fait beaucoup de missions sur la Réunion, les Comores, Madagascar. Depuis 2011, on est installé en Nouvelle-Calédonie, dans le nord, dans la Brousse, un bureau d'études en gestion des déchets. Pardon. Gestion des déchets des collectivités. Et depuis que je suis installé en Nouvelle-Calédonie, je suis intervenu bien sûr sur la Calédonie, les îles Loyauté, le Vanuatu, Wallis et Futuna. On fait essentiellement déchets des collectivités, donc on ne travaille pas sur les déchets industriels. Et on a un peu de spécialité en gestion des déchets organiques. On travaillait sur des filières de compostage, sur le projet de cahier des charges pour Racine, le référentiel calédonien sur le compost. On a travaillé sur la structuration de Valorga, projet de méthanisation, études de broyage à domicile du Mont d'Or, enfin, etc. Ce qui nous permet aujourd'hui d'intervenir pour discuter de tout ça. Donc rappel sur le petit déroulé de ma présentation, les éléments de contexte, rappeler qu'on est sur une île, donc ça va être rapide. Rappeler ce que ça implique aussi au niveau organisation, les contraintes que ça engendre, et puis parler aussi des déchets organiques et les contraintes qui sont associées à leur gestion, et puis voir comment on peut organiser ça dans une approche plutôt produit, et puis quelques éléments pistes pour ceux qui voudraient monter des projets. Ça fait ça. Excusez-moi. Donc l'insularité, donc ici il y a quand même de la fierté d'être polynésien et d'être insulaire, mais on retrouve toujours dans les échanges et partout où on va aussi des choses que l'insularité serait vue comme une contrainte, c'est-à-dire qu'on est très dépendant des importations. Les importations, déjà, on ne maîtrise pas les rotations de bateaux, ça coûte cher, les produits arrivent manufacturés dans les îles, les emballages restent là-bas, donc il faut après que les collectivités qui sont loin aient à gérer ces emballages. On a des problématiques pour l'intrant des déchets sur les filières agricoles, etc. Et donc on a l'impression parfois que ça peut freiner le développement, en tout cas ça ramène des contraintes supplémentaires d'être sur une île, sachant qu'il y a des îles qui sont juste simple insularité. On a rencontré des collègues ici qui subissent une double, une triple insularité. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'avion, puis reprendre le bateau. Et donc là, on se retrouve à des endroits où les produits n'arrivent pas et où il est difficile parfois de développer des projets agricoles ou économiques, puisque justement, on n'a pas d'intrants. On a aussi des îles qui sont relativement petites, donc on n'est pas ni en Nouvelle-Zélande ni en Australie, ce qui fait qu'on a un tissu industriel qui est relativement faible, et donc on n'a pas de création locale d'engrais minéraux, d'alimentation animale, etc. Et donc là aussi, on est dépendant des autres. Et comme les gisements de déchets sont relativement limités, on a aussi très peu accès à des solutions industrielles de valorisation, même si on a vu au cours du séminaire qu'il était quand même possible de faire, par exemple sur le projet Récif, avec des gisements relativement modestes, des produits quand même de qualité qui peuvent rentrer dans la filière. De mon point de vue, en tout cas, ce qui est aujourd'hui vécu un peu comme une contrainte au niveau économique, il faudrait changer un peu de vision des choses et se dire qu'en fait le fait qu'on soit dépendant de l'extérieur, au niveau des intrants, ça doit faciliter le fait qu'on doive gérer nos déchets comme une ressource pour permettre de gagner en autonomie
sur les intrants, notamment sur les filières agricoles. Donc ça doit être... il faut absolument qu'on change cette manière de faire les choses. Et les projets ont d'autant plus de sens en fait, sur une île, en économie circulaire, que justement, on n'est pas juste à parler de déchets, mais on est aussi à parler d'autonomie, de souveraineté, de lutte contre le changement climatique, de dépendance aux importations, de nuisances liées au transport des intrants, etc. La valorisation des déchets, donc l'économie circulaire, ça doit être vu donc, comme facilitant en niveau insulaire, et ça a des impacts hyper importants au niveau économique, social, environnemental et stratégique. Donc vraiment, quand on est dans les îles, il faut raisonner économie circulaire. Les déchets organiques, c'est un peu pareil. Donc aujourd'hui, on a quand même une vision des déchets organiques qui est assez négative, même si ça change. Les déchets organiques, c'est extrêmement compliqué à gérer parce que quand on dit déchets organiques, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Donc on a des déchets qui sont extrêmement variés. Donc on a déchets verts, les déchets de l'assainissement, collectifs, non collectifs, les biodéchets, l'agroalimentaire, la restauration, déjection animale, les déchets carnés, les déchets de poissons, les déchets de l'industrie, les déchets de scierie, etc. Donc on a tout un tas de déchets différents et c'est pas comme quand on parle par exemple du verre où on a un type de déchet, une caractéristique chimique, physique, etc. On a des producteurs de déchets organiques qui sont hyper variés. Donc là on va du particulier au gros industriel. On touche toutes les catégories d'industrie, on touche le secteur premier, donc vraiment une grosse diversité de gisements, une grosse diversité d'acteurs. On a des déchets... Oui, hop, pardon. On a des déchets qui peuvent être solides, liquides, pâteux, des déchets qui sont réputés attirer les nuisibles, qui peuvent entraîner des risques d'incendie sur le stockage des déchets verts, l'autocombustion, etc. Et donc une image relativement négative quand on est dans la gestion au quotidien. Donc aujourd'hui, on est pour se dire que les déchets organiques, ça doit être vu comme une ressource. En réalité, quand vous êtes une collectivité ou un industriel, avoir à gérer 4 tonnes de déchets carnés par jour, ben, c'est pas fun tout de suite, quoi. Donc, il faut revoir un peu ça, et donc revoir de nouveau, revoir un peu le système, et se dire que déjà je voulais compléter pardon, sur la partie insulaire, que justement ces facteurs que je viens d'expliquer sur les nuisances, c'est aggravé en milieu insulaire et surtout en milieu tropical. De nouveau, je pense que quand on parle de valorisation, ce qui convient le mieux à la valorisation à mon sens, et surtout dans un contexte insulaire, c'est justement les déchets organiques. Donc il y a des déchets qui du coup sont très variés, ce qui peut amener beaucoup de complémentarité, donc entre par exemple les structurants et les déchets très fermentescibles, donc on en a parlé plein de fois sur la partie co-compostage. Des déchets qui sont riches, qui contiennent à l'intérieur des éléments nutritifs qui peuvent intéresser soit l'alimentation animale, soit le retour au sol. On a des possibilités de valorisation qui sont hyper variées et qui peuvent être adaptées à des territoires très petits. Donc on peut commencer le compostage avec quelques centaines de litres de déchets. On n'est pas obligé d'attendre des gisements industriels pour faire des projets sur les petites îles, les atolls, les petites exploitations agricoles, etc. Des possibilités de valorisation qui sont hyper variées. Donc là, on a parlé agriculture, mais il y a l'alimentation animale et il y a aussi la partie énergie dont on a beaucoup parlé. Donc soit sur la partie combustion, soit sur la partie méthanisation. Des produits à la sortie de la filière qui intéressent aussi un spectre d'acteurs hyper varié. Ça peut être le monde agricole, ça peut être le monde industriel, les ménages, etc. Et des productions de produits qui sont généralement à hauteur de ce qu'on avait comme déchets au départ. C'est-à-dire que quand on est sur un atoll et qu'on a 1000 habitants, on ne va certainement pas produire des milliers de tonnes de compost dont on ne sait pas quoi faire. On va produire du compost par exemple, en quantité qui correspond au nombre de ménages ou aux besoins alimentaires de la zone. Donc de mon point de vue, encore, il faut, je vous disais au début, donc les collectivités, les industriels qui ont ces déchets produits chez eux voient ça comme une contrainte, ou les agriculteurs, le lisier, etc. Il faut essayer de changer ça, d'avoir une vision plus positive en considérant que le déchet organique, oui, c'est difficile à gérer, mais par contre, les possibilités sont énormes en termes de retour au sol,
de retour dans la filière et d'économie circulaire. Et quand on est sur une île, et donc on a beaucoup parlé déjà ce matin et pendant toute la semaine d'autonomie alimentaire, souveraineté énergétique, etc. Le déchet organique, c'est de mon point de vue ce qui devrait être valorisé le plus facilement, surtout dans les îles. Voilà. L'avantage du déchet organique, c'est que ça permet de toucher énormément aussi de secteurs connexes. Donc on a l'environnement, bien sûr, le social, donc on a parlé de la création d'activités, mais on a vu aussi, on parle de pouvoir d'achat quand on parle d'autonomie, au niveau stratégique, donc l'idée d'aller vers l'autonomie, etc. Et économique, ben voilà, c'est la baisse des importations, la baisse du coût de gestion des déchets, la valorisation, etc. Donc vraiment, de mon point de vue, en conclusion, je crois que c'est ça, en territoire insulaire, donc l'importance de l'économie circulaire, surtout avec les déchets organiques, puisque le secteur, en fait, le contexte est hyper facilitant, et donc ça doit vous inciter à démarrer vos projets là-dessus. Donc là, de mon point de vue, comme je vous ai expliqué, le contexte est favorable à ce qu'on valorise ces déchets organiques, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le contexte est favorable qu'on peut faire tout n'importe quoi. Donc il y a quand même des points de vigilance. Et je vous propose une approche sur des choses qu'on a vues sur le terrain là, pendant la semaine, où les gens avaient l'impression que leur projet était abouti, et en fait, il manque des petites choses pour que ça soit vraiment pertinent. La première, on monte parfois des projets en se disant « c'est super, je vais avoir une technologie qui convient, les produits ça a l'air d'être bon », et on pense que les gens vont nous courir après pour nous donner des déchets, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, on a rencontré des acteurs aujourd'hui qui avaient lancé des projets, et tout d'un coup, ils se rendent compte que le gisement qu'ils ciblaient n'était en fait pas disponible. Donc ça arrive régulièrement, et ça arrive aussi en Calédonie, il ne faut pas croire, des projets qui ont été très très loin, et au moment de passer la mise en œuvre, les déchets ne sont pas là. Donc quand vous voulez lancer un projet de valorisation des déchets organiques, vous assurez d'abord les gisements en entrée. Le deuxième point, surtout dans les îles, la maîtrise du foncier. Assurez-vous que vous avez un terrain disponible pour votre projet et que ce terrain soit bien placé. C'est-à-dire pas à l'autre bout de l'île, c'est pas pour on fait la valorisation pour en fait passer des heures à faire du transport. Prise en compte des nuisances, donc ça a été beaucoup évoqué aussi. Des projets peuvent être hyper pénalisés par les voisins et par l'approche négative que les gens, ou la vision négative que les gens ont de certains déchets, type les lisiers, les bouts de station d'épuration, etc. Donc on pense aux nuisances. On conçoit le projet, non pas à partir du déchet qu'on a au départ, mais à partir de ce qu'on veut en faire. J'ai vu cette semaine, bon, c'est pas une critique, parce que tout le monde est passé par là, des gens qui nous présentaient qui avaient fait des projets de valorisation, et quand on leur demande vous faites quoi de vos produits à la fin, on les stocke parce qu'en fait on ne sait pas quoi en faire. Donc ça, c'est pas de la valorisation. C'est un début, mais il faut aller jusqu'au bout. Sans parler des déchets organiques, on était hier en visite avec sur les projets gestion du verre et gestion des pneus. Donc il y a une collecte sélective, un tri, un financement de tout le système, un broyage, et ensuite les déchets sont malheureusement pas encore tous valorisés. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu aussi en Calédonie, avec des grosses aberrations où toute la valorisation est faite, et au bout d'un moment, le stock est tellement énorme qu'on doit tout exporter pour que ça soit cramé en Asie. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc faites bien attention à ça. Dire que normalement, dans la logique maintenant, les projets, on les monte quand on a des déchets en entrée, mais surtout on s'assure bien que le produit qu'on va mettre sur le marché, il correspond à un besoin réel de la population ou des industriels. Donc là, on rentre dans une approche différente du montage de projet, qui est de passer de l'approche déchet à une approche produit. Aujourd'hui, je fais mon malin, parce que j'ai un peu d'expérience, mais moi, j'ai démarré en bureau d'études en gestion des déchets, et on faisait ça. La collectivité venait nous voir en disant, on a tel type de déchets à gérer, on leur proposait une plateforme de compostage, ils faisaient leur compost, et puis après, voilà, tout le monde était content, sauf qu'en fait, le compost n'était pas vendu. Aujourd'hui, grâce à Valorga, et la diversité des acteurs qu'il y a au sein de Valorga, notamment le monde agricole, on se rend compte que quand on dit compost, on a tout et rien dit, c'est pareil. Quel type de compost? Quelle est sa composition? Quelle est sa granulométrie?
quel mode de mise à disposition? Est-ce que c'est en sac, en vrac? Est-ce qu'on fait des pellettes? Qu'est-ce que ça contient? Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Vous pouvez avoir des produits mis sur le marché qui ont l'air super, qui sont super, mais qui correspondent à aucun besoin sur le territoire. Et là, vous vous êtes trompé. Donc, grâce à Valorga, on a beaucoup travaillé avec le monde agricole. Et moi, je passe beaucoup de temps à participer aux travaux de Valorga, enfin, à prendre de l'info sur tout ce qui est agricole, parce que ce n'est pas mon travail au départ. Et grâce à ça, on développe une approche globale qui permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le besoin du retour au sol. Donc l'approche déchets classique, on met en place un projet de valorisation parce qu'on a des déchets qui partent à l'enfouissement et on veut faire mieux. Donc ça peut être un industriel, une collectivité, etc. Mes déchets verts sont enfouis, je vais en faire un truc mieux. Donc là, vous prenez un bureau d'études qui vous dit vous avez telle ou telle possibilité, voilà combien ça va vous coûter, et puis la collectivité choisit, hop, on envoie, le projet sort, le produit est mis sur le marché, des fois ça marche, et des fois ça ne marche pas. Et donc quand ça ne marche pas, la collectivité a investi pour rien, des coûts de fonctionnement, parfois des coûts de collecte sélective, pour les déchets verts ça peut coûter très cher, et donc s'il n'y a pas de valorisation derrière, en fait, de mon point de vue, le projet est un peu loupé. Et il y a certains cas où le projet, une fois qu'il a été bien valorisé, que ça a coûté hyper cher de le faire, ça repart à l'enfouissement. Donc ça, c'était avant. Je pense que maintenant, il faudrait qu'on passe à autre chose. D'où l'importance de nouveau du réseau d'acteurs, que les gens qui produisent des déchets soient plus en relation avec les utilisateurs. Il faut qu'on sache de quoi les utilisateurs ont besoin pour qu'il y ait un vrai retour dans le circuit, que ce soit l'alimentation animale, l'énergie ou l'agriculture. Ce qu'on propose maintenant, ce qu'on préconise en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'approche produit. Donc l'approche produit, c'est de ce qu'on a vu en présentation toute la semaine, c'est Taputa-Poitea. Alors eux, ils ont 15 ans d'avance sur ce qu'on fait en Calédonie. C'est même pas retour au sol, c'est retour à l'assiette. C'est-à-dire qu'on est loin encore. Donc ça... Pardon, vous m'entendez pas? Ah, il fallait le dire avant. Donc je vous disais, nous on est sur l'approche produit, et donc ce qu'on a vu dans la semaine, le projet Taputa-Poitea, donc là, et c'est pas parce que c'est le président de la Chambre qui nous accueille chez lui, mais c'est vrai qu'il y a une vision quand même, on se dit, ok, on a bien des déchets au départ, comment on fait pour que ça rentre dans le circuit, et pour que, avec ce déchet au départ, on ait un maximum de retombées positives pour le territoire. Donc il y a le retour au sol, mais il y a aussi la vision derrière de qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura mis tout ce compost et qu'on aura des terres qui seront hyper fertiles et propices au développement de l'agriculture. Là aussi, on peut se gourer. Moi, je ne suis pas agriculteur, mais je sais que des fois, par exemple, quand tout le monde fait des carottes au même moment, les carottes ne valent plus rien, et puis voilà, l'agriculteur, il n'a pas gagné sa vie, quoi. Donc la vision globale, c'est hyper important. Donc, comment ça se passe? On a un gisement au départ, et ce gisement de déchets est considéré comme une opportunité par la collectivité ou par l'industriel. Donc là, on balaye, on fait un balayage hyper large de tout ce qu'on pourrait faire. Donc on ne part pas bille en tête en disant « moi je veux faire le compostage ou le co-compostage parce qu'au séminaire, ils ont dit que c'était super. C'était super, mais ça ne vous convient peut-être pas. » Donc on prend un peu de recul, on balaye toutes les possibilités, on identifie quel type de produit on pourrait éventuellement avoir à mettre sur le marché in fine. Et là, on va voir les utilisateurs en leur disant, par exemple, la farine animale. On va voir les provendiers, on leur dit de quoi vous avez besoin. C'est quoi votre cahier des charges de production? Qu'est-ce que vous voulez comme composition de votre produit, etc. Une fois que vous avez verrouillé le produit final, c'est-à-dire vous n'avez pas encore commencé à le vendre, mais en tout cas vous êtes bien sûr de ce que votre client final y veut, à ce moment-là, vous revenez en arrière et vous commencez à travailler votre projet. Idéalement, à ce moment-là, vous avez une deuxième approche qui permet d'améliorer la rentabilité de votre projet, c'est aller chercher d'autres gisements. Donc moi, par exemple, Précif, il y a 2 pêcheries, par exemple. Eux, ils font 80% du gisement de déchets de poissons. À ce moment-là que vous avez verrouillé votre process, vous allez voir si
Il n'y a pas des petits pêcheurs professionnels qui ont aussi un gisement. Si le marché aux poissons, c'est aussi un gisement, etc. Et vous augmentez le volume de votre projet pour améliorer la rentabilité. Pardon. Ensuite, vous passez en phase projet, c'est-à-dire que vous savez ce que vous avez à l'entrée, vous savez exactement ce que vous voulez à la sortie pour que ça soit reparte dans le circuit. Et à ce moment-là, vous développez votre projet normalement, études, conception, et puis normalement, ça fonctionne. Et puis, on est toujours dans l'amélioration continue. Donc aujourd'hui, surtout sur le monde agricole, on sort dans les territoires insulaires des produits qui ne sont pas encore forcément connus des utilisateurs. Donc il faut, pour la partie agricole, absolument passer du temps à tester les produits en plein champ et vérifier que ce qui était bien sur le papier, ça fonctionne réellement. Et on continue à développer des différentes gammes de produits, etc. etc. Tout ça, évidemment, c'est facilité quand le réseau d'acteurs est structuré. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, vous aviez un gisement de déchets, et puis dès les premières phases de l'étude, vous êtes en relation avec les utilisateurs. Et une fois que ça fonctionne, vous restez en contact et vous vous assurez que les besoins sont toujours les mêmes, etc. Et vous travaillez sur la qualité de votre produit. En conclusion, du coup, de mon point de vue, un contexte donc insulaire, qui doit faciliter la mise en place de projets d'économie circulaire. Des matières organiques qui sont les plus aptes, à mon avis, à être valorisées localement. Une valorisation locale qui contribue à l'autonomie alimentaire énergétique, et à la souveraineté, à la résilience, etc. Et une approche aussi lutte contre le changement climatique, stratégie, et on privilégie l'approche produit, s'il vous plaît, pour être sûr qu'on ne se retrouve pas avec des gros investissements faits pour de la valorisation, qu'on pense être de la valorisation, et des produits qui sont ensuite stockés, et donc dont on ne sait pas quoi faire. On a vu quand même plusieurs exemples cette semaine. Et donc l'importance toujours, de mon point de vue, du réseau d'acteurs, surtout sur les déchets organiques, où on a une grosse diversité d'intervenants à l'amont et à l'aval. Voilà, merci. Désolé pour ceux qui n'ont pas entendu le début. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, donc je suis Cyril, conseiller du ministre de l'Agriculture. Je vais vous poser une question qui aurait plutôt dû être posée justement lors des présentations pendant la semaine. Malheureusement, on n'a pas pu se libérer au niveau de notre agenda, donc je vais la poser maintenant. Par rapport à vos projets, notamment en Nouvelle-Calédonie, sur cette approche produit de valorisation des matières organiques. Nous, en Polynésie, ces matières organiques, elles sont aujourd'hui plus ou moins utilisées, assez souvent en matière brute par nos agriculteurs, mais surtout, c'est gratuit. Ou alors, c'est à un prix dérisoire. Parce que, par exemple, nos éleveurs, ils doivent se débarrasser de la viande de poule, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, ils sont très contents que des agriculteurs viennent récupérer la viande de poule. Demain, lorsque des industries se mettent en place et qu'il y a des projets qui se construisent pour valoriser la matière organique et donc en sortir un produit, ce produit il a un coût de sortie et un prix de vente. Comment en Calédonie, vous avez réussi à faire cette équation pour que, par exemple, la valorisation des déchets de poissons transformés en farine animale, ce soit quelque chose qui soit acheté par les éleveurs en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vos prix de sortie permettaient l'accord entre l'offre et la demande, ou est-ce qu'il y a eu des mécanismes de régulation, notamment des aides publiques de la Calédonie, qui sont venus un peu lisser ces coûts de production pour permettre à avoir un coût de sortie qui soit concurrentiel pour les éleveurs de Calédonie par rapport à l'alimentation animale importée, par exemple? Voilà. Alors, je vais répondre. Si Récif veut compléter, il pourra. L'idée, c'est de mettre sur le marché des produits qui ont le même prix ou des prix inférieurs aux produits qui sont importés. Sinon, aujourd'hui, la conscience environnementale, c'est super dans les séminaires. En réalité, le monde est quand même très tendu au niveau économique en Calédonie. Et donc, même si c'est mieux,
au niveau environnemental, etc., écologique, tout ce qu'on veut. Si le produit est plus cher, on a du mal à partir. Donc pour la partie retour farine animale, etc., donc que ça soit récif ou Neofly, quand on a eu les échanges cette semaine, l'objectif c'est que le prix de vente donc, du produit local soit équivalent ou voire un petit peu inférieur à ce qui est importé. Pour les autres produits organiques, donc les composts, les amendements, etc., c'est parfois un peu difficile, donc on a du mal à savoir tout ce qui rentre, et donc on a du mal parfois à comparer les prix. Mais il n'y a pas assez de produits aujourd'hui, donc dans certains secteurs de l'île, et donc tout ce qui est mis sur le marché, en tout cas sur les petits projets, repartent dans le circuit, normalement. Parce qu'il y a une logique aussi de transport. Donc, en Calédonie, c'est très étendu. Donc, quand on est en province nord, on est à 250 km ou à 200 km de la grosse plateforme de compostage de Mango. Et donc les agriculteurs du nord sont hyper fans d'avoir des produits organiques locaux disponibles à côté de chez eux. Et on a du soutien de l'agence rurale, donc du gouvernement, c'est ça, gouvernement, pour acheter les produits organiques locaux. Donc il y a 50% d'aide si un agriculteur achète des produits organiques locaux par rapport à des produits importés minéraux ou organiques. Donc il y a... Oui, j'ai fini. Okay. Oui, pour répondre à votre question, en fait, c'est très très important justement qu'il y ait une adéquation entre la demande et notamment le tarif. Donc il y a on a essayé de travailler sur trois principes. Déjà, il y a des process qui sont mis en place par la Chambre d'agriculture locale qui permettent d'aider en termes de tarifs, en termes de transport. Donc il y a une partie qui est prise en charge, donc grâce à des subventions qui sont affectées spécialement pour ça. Ensuite, en termes de concept de process, bien souvent l'organisme qui produit un déchet, ça lui coûte déjà de l'argent pour s'en débarrasser. Donc ça permet aux transformateurs de puiser dans cette manne économique pour équilibrer son process, pour ne pas miser tout sur le produit final, pour qu'il soit plus accessible à l'utilisateur en fait. C'est plus essayer de faire en sorte d'orienter les coûts actuels liés à un déchet pour faire en sorte que derrière on arrive à vendre quelque chose ou même le donner, mais que ça ne soit pas l'utilisateur qui supporte tout le coût de la valorisation de la matière organique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Merci Nicolas pour cette présentation.